On continue l'ORL avec ce troisième dossier. Il s'agit de Monsieur G, 57 ans, qui vous est envoyé par son médecin traitant pour une tuméfaction cervicale droite évoluant depuis 2 mois. Il vous apporte l'examen complémentaire suivant et vous avez donc encore un examen complémentaire à commenter. Première question, donc, décrire l'examen complémentaire. Donc, il s'agit ici d'un scanner cervico-facial. Il est injecté, comme vous voyez, sur les vaisseaux du coup, qui sont hyper denses. Vous essayez de le localiser, donc vous pouvez dire que la coupe passe par le bord inférieur de la mandibule, même si vous ne savez pas trop où vous êtes. Et ensuite, vous décrivez les anomalies. Donc là, je pense que vous avez vu qu'il y avait une masse arrondie, grossièrement hypodense avec un rehaussement périphérique, qui est en dedans du sternocléidomastoïdien droit. On peut aussi dire qu'il est dans la gouttière vasculaire ou dans la gouttière jugulaire droite, c'est bon aussi. Et donc il s'agit vraisemblablement d'une adénopathie nécrotique droite. Qu'est-ce qu'une adénopathie nécrotique? Alors, une adénopathie nécrotique, c'est donc une adénopathie, c'est donc un ganglion pathologique, ça vous savez. Et nécrotique, c'est qu'elle est nécrosée à l'intérieur, et donc en fait, ça fait exactement la même image qu'un abcès, comme vous avez vu sur le scanner. On pourrait penser que c'est un abcès, mais c'est une adénopathie qui est tellement hypoxique qu'en fait l'intérieur est déjà mort. Et ça, c'est très typique des cancers ORL. En fait, les images des adénopathies des cancers ORL sont souvent comme ça. On dirait un abcès, mais c'est un ganglion qui est complètement nécrosé à l'intérieur. Ça s'appelle une adénopathie nécrotique. Évidemment, ça serait bon aussi de me mettre juste adénopathie. Si vous avez lu tout le dossier, vous sentez bien que c'est pas un abcès. Ce qu'il faut, c'est sentir que c'est pas un abcès, parce que vous voyez que c'est pas cette ambiance-là, qu'on vous a pas parlé de fièvre, qu'après vous voyez bien en lisant toutes les questions qu'on part sur quelque chose qui est manifestement du cancer. C'est surtout ça qu'il faut dire. Vous pouvez évoquer éventuellement, vous pouvez dire que c'est soit un abcès, soit une adénopathie, mais c'est dommage de pas parler de l'adénopathie dans ce dossier-là. Donc ensuite, la deuxième question, elle est un peu méchante et un peu tiroir. Il faut que vous détailliez votre examen physique et votre interrogatoire. Donc là, il faut que vous ouvriez le tiroir de la question adénopathie cervicale. Et étant donné que vous n'avez absolument rien dans l'énoncé, vous avez intérêt à ouvrir large le tiroir. Donc il va falloir demander d'abord les habitus, notamment, comme vous sentez que là c'est du cancer, la consommation en tabac et en alcool de ce patient. Également, la notion de retour de voyage, étant donné que c'est une adénopathie cervicale. Ensuite, vous recherchez une altération de l'état général, vous demandez le poids, vous demandez l'anorexie, vous demandez l'asthénie. Ensuite, vous recherchez des arguments pour une pathologie infectieuse, que ce soit de la fièvre, des frissons, des sueurs nocturnes ou des signes d'inflammation locale, notamment cutanée. Ensuite, il faut que vous cherchiez des signes fonctionnels qui vont vous évoquer la porte d'entrée. Donc là, vous êtes avec un ganglion cervical, donc il faut s'intéresser à l'étage supérieur, à la tête et cou. Donc vous allez chercher d'abord les signes fonctionnels. Alors en ORL, c'est les 3D, dyspnée, dysphagie, dysphonie et la douleur à l'oreille, otalgie autogène. Ensuite, vous faites un examen cutané de la tête et du cou, parce que un mélanome du cuir chevelu, par exemple, ça peut vous donner une adénopathie jugulaire. Ensuite, vous faites votre examen ORL complet avec un examen de la cavité orale et de l'oropharynx. Vous faites également une nasofibroscopie ou n'importe quelle autre technique de laryngoscopie indirecte, c'est-à-dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, le miroir ou le nasofibroscope. Et vous faites une palpation thyroïdienne, puisque la thyroïde se drainerait également dans la gouttière jugulaire. Enfin, vous n'oubliez pas de faire un examen général. Il y a un ganglion, il peut y en avoir ailleurs. Donc, il faut que vous palpiez toutes les autres aires ganglionnaires, notamment axillaire et la rate. On passe à la troisième question. Donc, au décours de votre examen, vous découvrez l'anomalie suivante. Décrivez-la. Donc, vous avez à nouveau une photo. Je vous ai dit que les ORL étaient friands de photos. Donc là, vous décrivez ce que vous voyez. Donc, il s'agit d'une tumeur ulcéro-bourgeonnante, c'est-à-dire qu'elle fait un bourgeon et qu'il y a un trou à l'intérieur, donc c'est ulcéro-bourgeonnante cette fois-ci, avec une ulcération centrale, de la face ventrale de la langue, mobile, droite. N'oubliez pas de mettre le côté.
Il faut essayer d'avoir une idée de la taille, puisque vous savez que ça fait partie de la TNM des tumeurs de la cavité buccale, et donc on va dire qu'elle fait à peu près 2 cm de grand axe sur la photo. Ça sera à la louche, de toute façon, c'est plus des informations complémentaires que des choses très détaillées qu'on vous demande. Ensuite, il va falloir que vous répondiez à la question numéro 4. Quels examens complémentaires demandez-vous? Vous ressortez votre tiroir de cancer des voies aérodigestives supérieures. Donc, je rappelle, l'examen diagnostique, panendoscopie ORL sous anesthésie générale, avec des biopsies multiples envoyées pour examen histologique définitif, et un schéma daté et signé, qui est donc le compte-rendu de votre panendoscopie. Ensuite, vous demandez un TDM cervico-facial ou cervico-thoracique avec IV et une IRM cervico-faciale. Là, on est dans la cavité orale, donc l'IRM a toute son importance, contrairement au larynx ou à l'hypopharynx, comme je vous l'ai déjà dit. Ensuite, donc, pour chercher les tumeurs associées au tabac et à l'alcool, vous proposez la fibroscopie œsogastro-duodénale, voire la fibroscopie pulmonaire, même si ça s'est un peu discuté en fonction des écoles, étant donné que normalement tout ça, on le fait pendant la panendoscopie, mais bon, vous pouvez toujours le mettre. Ensuite, vous passez à votre bilan d'extension à distance. Il vous faudra donc une radio de thorax ou un scanner thoracique, une échographie hépatique avec un bilan hépatique complet, puis un bilan préthérapeutique. Je vous ai dit que les cancers ORL, c'était chirurgie, chimio, radiothérapie et que c'était pas à vous de savoir ce qu'on allait faire. Donc vous proposez le bilan pour tout. Donc vous commencez par demander le bilan avant la chimio, c'est-à-dire un ECG, voire une écho-cœur et une fonction rénale pour le 5-FU-6-platine. Pour la chirurgie, vous demandez un bilan préopératoire avec une NUM, un ionosang, un TPTCA, un groupe 1 Rhesus. Et pour la radiothérapie, vous sortez votre petit placard, panoramique dentaire, examen stomatologique, remise en état de la denture, gouttière fluorée. Enfin, vous n'oubliez pas le bilan nutritionnel qui a tout son intérêt dans les cancers des VADS, étant donné le terrain et la difficulté pour manger qui peut se suivre, qui peut être conséquence de la tumeur placée dans la bouche. Après tout ça, on vous demande donc la 5e question. Au décours de l'anesthésie générale, après l'injection de curare pour l'intubation, le patient présente brutalement un rash cutané avec une bradycardie, une hypotension et une difficulté ventilatoire avec un bronchospasme. Que suspectez-vous et quelle est votre conduite immédiate? Donc là, il s'agit caricaturalement d'un choc anaphylactoïde à l'induction anesthésiste, plus vraisemblablement au curare. La conduite à tenir immédiate, ça va être d'arrêter immédiatement les curares qui sont manifestement les choses les plus vraisemblablement en cause, ou alors vous décrivez arrêt des curares ou arrêt de l'anesthésie. Le traitement du choc anaphylactique, c'est l'adrénaline 0,1 à 0,2 mg IV en bolus à répéter, et un remplissage vasculaire rapide avec du sérum physiologique, avec 500 ml de sérum sur 10 minutes. Ensuite, comme il y a un bronchospasme, vous rajoutez les bêta-2 médiatiques avec le salbutamol et vous piquez immédiatement, vous prélevez immédiatement le bilan du choc anaphylactoïde avec la recherche de tryptase, d'histamine, d'IgE spécifique. J'ai rajouté des corticoïdes. Est-ce faux? Alors, c'est pas faux, mais ça répond pas complètement. Enfin, je l'ai pas mis là parce que ça correspond pas à la réponse exactement à la question, puisque la question c'est vraiment quelle est votre conduite à tenir immédiate. Et les corticoïdes, c'est pas le traitement d'urgence du choc anaphylactique, ça sera rajouté qu'en seconde intention. Alors l'état de choc anaphylactique, comme vous voyez là, ça c'est caricatural ici, c'est début brutal sur quelques minutes. Il va y avoir un malaise général avec souvent un prurite, un rash, des frissons, voire des convulsions, une perte de connaissance. C'est possible aussi d'avoir une hyperthermie. En règle générale, il y a des signes pulmonaires avec soit une polypnée superficielle, soit un bronchospasme comme vous avez dans ce dossier-là. Il peut également y avoir des signes digestifs avec des vomissements. Et l'état de choc correspond à un collapsus cardiovasculaire avec une tachycardie qui monte très rapidement, une pression artérielle qui s'effondre complètement, avec un pouls qui devient filant, voire non palpable, à cause de la vasoplégie. Et on peut même observer à ce moment-là des troubles de conduction ou des troubles du rythme.
Donc c'est un état de choc avec si vous êtes en réal et que vous avez votre capteur là, vous avez tout qui est diminué, c'est-à-dire que la pression veineuse centrale va être effondrée, la pression calculaire pulmonaire va être effondrée, les résistances vasculaires systémiques vont également être diminuées, et du coup votre index cardiaque va augmenter et la différence de contenu artério-veineux en oxygène va augmenter. En fait, vous avez une vascularisation qui ne fonctionne plus à cause d'une vasoplégie générale. Bon. Donc, quand on a compris que c'était un problème de vasoplégie, on comprend que le traitement d'urgence, c'est pas les corticoïdes, c'est forcément l'adrénaline. D'accord ? L'urgence, ça va être de l'adrénaline qui va se mettre comme ici, vous avez forcément une voie veineuse déjà, puisque vous êtes au bloc et que donc a priori vous avez passé vos curages par la voie veineuse. Donc c'est logique d'utiliser votre voie veineuse et donc de mettre 0,1 à 0,2 mg d'adrénaline en intraveineux direct. Si vous êtes dans un champ avec un choc anaphylactique, un piqûre d'abeille, et ben vous faites de l'adrénaline en IM, et là c'est 0,5 mg en IM. D'accord ? Et le traitement, si on vous demandait tout le traitement, il aurait fallu donc après la suite de ce traitement d'urgence, qui est la question ici qui est posée, hein, on est au bloc, le patient fait le choc. Qu'est-ce que vous faites ? Vous passez donc votre adrénaline, vous mettez votre salbutamol à cause du bronchospasme, vous faites votre remplissage rapide, vous arrêtez l'anesthésie évidemment, et vous piquez votre bilan. Ça, c'est le traitement d'urgence. Après, ce patient-là, en pratique, il va aller en réanimation. On va le surveiller 48 heures à peu près sous monitoring, parce que le risque du choc anaphylactique, c'est la récidive. Hein. Il y a des formes cliniques qui sont en 2 temps. Donc il faut bien se méfier de ça, parce que on pense que ici par exemple c'est les curares, mais ça se trouve c'est pas ça du tout. Hein. Et ensuite on va poursuivre gentiment le sevrage de l'adrénaline et adapter le remplissage jusqu'à ce que les symptômes s'amendent. Donc les corticoïdes, c'est pas faux, effectivement ça peut être utile, mais c'est pas du tout le traitement d'urgence, c'est pas le traitement à mettre là, on le met en principe qu'en seconde intention, qu'une fois qu'on a réglé les problèmes de détresse vitale. Et ici on est en pleine détresse vitale. L'autre question qu'on pourrait se poser, c'est les antihistaminiques. Les antihistaminiques sur un choc anaphylactique, ça sert un peu à rien. Hein. C'est vraiment pas le traitement d'urgence. Là, le traitement du choc anaphylactique, c'est le traitement du choc et donc de la vasoplégie, donc l'adrénaline.